tout cas, n'oubliez pas que tout ce qu'on a dit dans cette vidéo n'était que notre avis. Faites-vous le vôtre. Et ciao. Bye. Ah. Bon, ça va, on n'a pas été trop long en vrai. Non, en vrai, ça va. On a genre 1 heure de rush. Ah ouais, seulement 1 heure. Ouais, seulement 1 heure. C'est qu'on avait mis 15 ans encore à partir dans tous les sens. Non, bah en vrai, ça va. On a. De toute façon, pour ça, il y a le montage, hein, j'ai envie de te dire. Ouais, bah après, j'espère que la vidéo va fonctionner quand même. Bah, en vrai, en la postant avec le bon timing, il y a moyen. Non, mais en vrai, pour pas être dépendant du timing, faudrait un film sorti il y a longtemps. Et genre, faire une vraie analyse, tu vois. Toi, par exemple, il n'y a pas un film que tu voudrais faire? Je sais pas, moi, j'aimerais bien faire Bound. Mais si, le premier film des sœurs Wachowski. Ah. Non, mais j'ai même pas vu, mec. Non, mais moi, je pensais peut-être à Triangle. Triangle. Ah, franchement, mec, j'adore Triangle, hein, mais personne l'a vu, ce film. Non, faudrait un film culte. Genre Dirty Dancing? Ah, c'est de la merde, Dirty Dancing. Non, c'est vrai, il faudrait plutôt un truc qui nous tienne un minimum à cœur. Oh, j'ai une idée. Ah, tu penses à ce que je pense? Yes! Let's go! Non mais c'est fou comment tout est déjà présent dès la scène d'intro en fait. Qu'est-ce qu'il y a? L'appel à la nature. Max qui se transforme en dingo. Roxane. Non, mais faut qu'on contextualise là en vrai, les gens ils vont rien comprendre frère. Bah regarde, là on vient de voir une scène d'horreur, alors que normalement pour les gens dingo, bah c'est ça. Ouais, c'est vrai que je tendance à oublier que c'est ça Dingo à la base. Ouais, faut qu'on contextualise, ouais. Ouais. Quoi, tu veux que je te demande de contextualiser? Ok, et bah contextualise. Let's go! Bon, déjà, avant de vous parler du film Dingo et Max, on est obligé de revenir en arrière. Tout simplement parce que Dingo n'était pas un personnage inconnu à cette époque, loin de là. Ce n'était pas la première fois que Disney décidait de reprendre l'un de ses personnages cultes pour y consacrer un long métrage. Par contre, c'était l'une des premières fois qu'on les utilisait pour raconter une histoire originale et pas la reprise d'un conte ou d'un roman connu auparavant. Par exemple, on a eu le droit au Noël de Mickey qui reprend le conte Un chant de Noël de Charles Dickens. Voyez-le, c'est incroyable. Où l'on retrouve Mickey ou bien Picsou qui reprennent les noms des personnages du conte. On a aussi eu Jack et le haricot magique de Joseph Jacobs, qui était d'ailleurs un court-métrage intégré dans la compilation Coquin de printemps, sorti comme étant le 9e classique des studios Disney. Il y en a plein d'autres évidemment, comme L'apprenti sorcier dans Fantasia. Ben. On parle de Dingo et Max là. Oups, pardon. Pardon.
Il faudra attendre l'année 1990 pour voir le premier long métrage Disney avec leurs personnages phares et une histoire originale. Enfin, presque. Et ce film, c'est la bande à Picsou, le film Le Trésor de la Lampe perdue. Non, je te jure, il y a beaucoup de points communs avec notre film du jour, mais on y reviendra plus tard. Revenons plutôt sur notre héros du jour. Héros du jour. Dingo! Oui, c'est lui là. C'est en 1932 qu'il fait sa première apparition à l'écran dans le court-métrage Mickey's Review, sous le nom de Dippy Dog, qu'on peut traduire par le mec idiot. C'est super marrant parce que Dog et Dog, le chien, enfin, ça fait un jeu de mots vu que Dingo c'est un... Ouais, non, pardon, reprends. Ah, c'est marrant. Et à l'époque, il avait une sale gueule, le pauvre. Heureusement, ça n'a pas duré car dès 1935, il apparaît avec les traits qu'on lui connaît et change de nom pour Goofy, donc Dingo pour nous en France. Bon, on va pas faire tout l'historique de Dingo, vous inquiétez pas. Bah, on parle pas des how-to de Dingo? C'est quoi ça, les how-to? Ah, bah dans ce cas, j'y vais. Pour vous la faire courte, Dippy Dog devient assez vite le maladroit de la bande, là où Donald est le colérique et Mickey l'aventurier. D'ailleurs, il a enfin le droit à son aventure solo en 1939 avec Dingo et Wilbur. Wilbur? C'est lui là, un petit criquet que tout le monde a oublié. L'histoire va alors sceller définitivement la formule Dingo. Je m'explique. Dingo veut faire une activité, mais il est trop maladroit pour la réussir, il prend cher physiquement, mais il est trop bête pour se rendre compte qu'il fait les choses mal. Après un film à suivre un tuto pour être aviateur, un autre où il nous apprend à nous battre, et un où il nous montre comment skier... Oui, vous avez bien entendu, c'est dans ce court-métrage-là que vient le... Oui. Ouais, non, je vais laisser Dingo le faire s'il le fait quand même beaucoup mieux que moi. Voilà, merci Dingo. On officialise alors la formule des tutos de Dingo avec la série How To, et Dingo nous montre comment faire de l'équitation. D'ailleurs, Dingo reviendra une deuxième fois à la pêche avec How To Fish et prendra encore très cher. Avec le concept des How To, les créatifs de chez Disney, et surtout Jack Kinney, qui suivra le personnage jusqu'en 1957, ont un concept boulevard pour faire souffrir ce pauvre dingo. Il suffit de trouver une activité à faire un dingo et sa maladresse légendaire fera le reste. Car même en dehors du concept des how-to, on va systématiser le fait que Dingo rate tout ce qu'il entreprend, mais entreprend quand même énormément d'activités différentes. Et justement, il y a un court-métrage qui va être important pour la suite, c'est Fou du foot en 1987. Car il y a un animateur qui fait ses débuts sur ce film et qui va devenir le réalisateur de Dingo et Max, Kevin Lima. En effet, Kevin Lima n'en était clairement pas à son premier coup d'essai chez Disney avec Dingo et Max. En 1987, alors qu'il bosse sur le film d'animation Les Aventures des Chipmunks, et oui, si vous ne le saviez pas, à la base, Alvin et les Chipmunks, c'est une série d'animation et même pour être plus précis, c'est un groupe de musique qui marchait très bien chez les enfants à la fin des années 50. Bah ouais, René Lintaupe n'a rien inventé. Ben, Dingo et Max. Ouais, t'as raison. Bon, on était où déjà ? Ah oui, en 1987, alors qu'il bosse sur le film d'animation Les Aventures des Chipmunks, Kevin fait la rencontre de Glenn Keane, un ancien de chez Disney qui a fait par exemple les premières animations 3D du studio avec le court-métrage Max et les Maxi-Monstres. Max de Dingo et Max ? Non, Max, c'est pas le même Max. C'est celui réalisé en 1983 avec John Lasseter qui deviendra le réalisateur de Toy Story quelques années plus tard. Mais c'est aussi l'animateur à l'origine de personnages comme Bernard des aventures de Bernard et Bianca ou encore Ratika. Ben, Dingo et Max. Non mais c'est hyper intéressant. Il sert à quoi Glenn Keane là ? Mais c'est lui qui a conseillé à Kevin Lima d'aller postuler chez Disney. Et ben voilà, tu peux t'arrêter là et puis t'en reviens à Kevin Lima. Bon. Du coup, Kevin Lima postule et il est pris. Même si 3 ans plus tôt, il s'était fait caler... Hop. C'est bon, t'inquiète, je ne divague pas. Il a pu faire ses armes sur une tonne de classiques du studio en tant qu'animateur. Comme Basile détective privé, La petite sirène, La belle et la bête, et j'en passe.
Mais après toutes ces expériences très enrichissantes, Kevin a de plus grandes ambitions. Il voit plus loin, beaucoup plus loin. Au-delà de ce que tu vois. Il veut réaliser son premier long métrage. Entrez. Bonjour. Oh, Kevin, comment tu vas? Ça fait plaisir de te voir. Quel moment t'amène? Alors voilà. En fait, ça fait longtemps maintenant que je travaille pour le studio. Voilà, j'ai fait plein de choses, je connais bien la DA et je pense, ça y est, qu'il est enfin temps de faire mon premier long métrage. Oui, bah écoute, y'a pas de souci, j'ai regardé l'agenda. Alors, on a Aladdin qui sort cette année, là, que tu peux voir là. On a le truc, là, avec les animaux qui chantent Hakuna Matata, ça va être incroyable, tu vas voir. Mais ça sort dans 2 ans. Après, on a le truc sur la princesse indienne, là, qui sort dans 3 ans. Puis le bossu dans l'église, puis Zeus, le mont Olympe, Hercule, tout ça. Bah écoute, ce que je peux faire, c'est te proposer un rendez-vous pour dans 5 ans. Kevin Lima quitte le studio et signe un contrat chez Hyperion Pictures. Spoiler, il ne fera pas de long métrage pour eux non plus, mais seulement des séries oubliées par à peu près la Terre entière. Quelques temps plus tard, il est rappelé par Disney, mais cette fois-ci par Disney TV Animation. Et oui, le frérot a voulu se tirer, donc il repasse par la petite case. On lui demande d'être storyboarder sur un nouveau film d'animation tiré d'une des séries Disney, La Bande à Dingo. Mais très tôt dans la production, le film perd son réalisateur. Kevin Lima se voit enfin proposer le Saint Graal, la réalisation de ce qui deviendra Dingo et Max. C'est bon, on peut commencer le film? Oui, je peux en ajouter. Le film commence donc sur un champ de blé. On découvre un personnage perdu dans ce champ de blé avec une voix. Ce truc entre quelqu'un qui crie ouh et une vache qui meugle. Sûrement une vache qui crie ouh du coup. Encore aujourd'hui, je me demande ce qu'est ce cri. Peut-être le plus grand mystère de Disney. Se transformer en dingo. On a donc en une scène, sans le savoir, tous les enjeux du film qui sont déjà présents. Comme on l'a dit, Max est amoureux de Roxane, mais a peur de devenir comme son père en grandissant. Mais tout ça n'était qu'un rêve, celui de Max, fils de Dingo, qui fait sa première apparition. On découvre donc Dingo en ménagère, Yo, bonjour, fiston. qui veut ranger la chambre de son fils. Je recommence. Yo, bonjour, fiston. Max est le cliché de l'adolescent typique qui prend son père pour sa boniche et évite toute communication. Dingo est clairement en galère au point où il aspire les vêtements de Max et aussi la silhouette en carton de Powerline, l'artiste préféré de son fils. On voit ici que la communication, c'est pas son fort non plus, car il ne connaît pas l'idole de son fils et ne cherche même pas à en savoir plus. Tout ce qu'il veut, c'est danser le mambo! Allez, papa, c'est pas le moment. Les voisins risquent de nous voir. Et là, tu vas me dire, attends, Dingo, père de famille de classe moyenne, mais ça vient d'où ça? Quoi, tu veux que je te le demande? Bah ouais. Bon. Attends, Dingo, père de famille de classe moyenne, ça vient d'où? En 1951 sort Papa Dingo, où il montre comment être un bon père. Ici, son enfant n'est pas Max, mais Dingo Junior. Après la Seconde Guerre mondiale, Walt Disney lui-même demanda des changements pour le personnage. Dingo n'est alors plus habillé comme un personnage de cartoon, mais comme un être humain. Comme un homme, de la classe moyenne américaine des années 50. Il bosse même dans un bureau. Non mais franchement, regardez ce plan. Il a pas l'air carrément plus chiant comme ça, Dingo? D'ailleurs, il ne va plus s'appeler Goofy, mais George Giff. Bref, maintenant que Dingo représente la classe moyenne, il lui faut des personnages qui correspondent à sa nouvelle caractérisation. Arrive donc le cartoon Papa Dingo, ou plutôt Fathers Are People, où on apprend qu'il a une femme dont on ne verra jamais le visage, et un fils nommé Goofy Junior ou Dingo Junior.
Il sera âgé de 4 à 6 ans et apparaîtra principalement dans les 4 courts-métrages Fathers qui mettent en scène George Giff avec son fils Goofy Jr. Mais ce personnage disparaîtra en même temps que le fameux George Giff lorsque notre cher Dingo retrouvera son apparence d'origine. Il réapparaîtra dans quelques films par la suite, mais ça reste très anecdotique. Papa Dingo reprend en effet le stéréotype des années 50 où les pères ne s'occupaient pas forcément de leurs enfants. En tout cas, c'est ce que voulait le stéréotype. Il était plus drôle et plus pertinent de faire de son fils un très jeune enfant dont Dingo ne gérait pas son éducation. Ces courts-métrages ne verront jamais la mère intervenir, bien qu'elle soit présente dans le foyer. On se concentre sur les gags de Dingo qui galère, car bien qu'en apparence la représentation de Dingo ait changé, lui, il est toujours ce gentil gaffeur, créant le chaos autour de lui, malgré qu'il n'ait que de bonnes intentions. D'ailleurs, dans l'épisode Father's Lion, on va retrouver nos 2 protagonistes partir faire du camping. Idée reprise dans la série comme dans le film. Ouais, enfin, heureusement qu'ils font de la pêche dans le film, parce que là, quand même, le gamin, il tient un fusil, quoi. Dingo Junior est clairement dépeint comme un enfant terrible qui profite de l'incompétence de son père pour le faire tourner en bourrique. Ce qui est drôle pour l'époque, c'est simplement de voir un homme galérer à éduquer son enfant. 40 ans plus tard, dans la série La Bande à Dingo qui sort en 1992, le monde de la paternité a bien changé. Les couples divorcés existent et les cellules familiales monoparentales aussi. Il est donc logique de faire de Dingo un père célibataire qui doit gérer un ado. Car oui, le simple fait de voir un homme s'occuper d'un enfant n'est plus un gag en soi dans les années 90. Alors que lui faire éduquer un préado de 11 ans en plein âge des bêtises, c'est galère à gérer pour n'importe quel type de cellule familiale. Dans le film, on le vieillit encore car il a 14 ans, un âge tout aussi compliqué où on doit gérer la rébellion de son enfant. En plus, l'enfant qui regarde la série peut s'identifier à Max et le trouver cool. Et le parent qui regarde avec son enfant peut s'identifier à Dingo, qui représente la maladresse parentale dans toute sa splendeur. D'ailleurs, son fils ne s'appelle plus Dingo Junior, mais va avoir un vrai prénom. Un très joli prénom, si vous voulez mon avis. Il s'appellera Max. Et même Maximilien. Le terme Junior sera réservé à PJ, le fils de Pat. Et oui, PJ veut dire Pat Junior, ce qui a du sens, car dans la série... La Bande à Dingo. Pas la série. De quoi pas la série? On reviendra à la série plus tard. Pour l'instant, tu veux pas plutôt relier tout ça au film? Ok. Bon, on revient à notre scène. Dingo assume à la fois le rôle du père et de la mère, une mère dont on n'entendra jamais parler. C'est pour ces raisons que Dingo est représenté avec une serviette sur la tête, une autre sur le corps et son aspirateur. Le but est de passer par des clichés grossiers de la femme au foyer pour nous montrer simplement que Dingo est un père célibataire en galère. Une thématique assez peu représentée dans l'animation de l'époque, même si Disney l'avait déjà fait avec Geppetto dans Pinocchio ou encore Flaversham dans Basile détective privé. Comme vous pouvez le voir, ce film a l'air d'avoir des choses à nous raconter, mais comme on est chez Disney, il est temps d'accueillir un élément qu'on adore. Les chansons! Max quitte la maison. Son père lui file son petit déjeuner et un bisou sous les yeux de ses camarades d'école qui se foutent de lui. Malheureusement pour Max, on sent bien que ce n'est pas la première fois et qu'il n'est vraiment pas populaire au collège. Disons-le clairement, il a l'air de se faire bully bien salement. Elle a la particularité de nous montrer justement le décalage qui existe entre Max et ses camarades. Admirer les vitrines, bronzer à la piscine, et crier à Roxane cette chanson d'amour. Après-demain, ce sont les vacances et dans la chanson, tout le monde parle de ce qu'il va pouvoir en faire, mis à part Max qui lui ne parle que d'une certaine Roxane. Après-demain représente pour lui le compte à rebours pour avouer ses sentiments. Souvenez-vous de Roxane, elle était dans le rêve de Max qui finit en cauchemar. On vous a dit que tous les enjeux étaient présents dans cette scène. Roxane a un rôle primordial dans cette histoire. Elle ne me voit pas, mais c'est bien normal. Cette chanson nous permet de voir chacun des types de personnes qui composent le collège.
les sportifs, les geeks, les intellos, etc., etc. Max, lui, ne fait partie d'aucun de ces groupes. C'est un full random. Et il pense que cela va le rendre invisible aux yeux de Roxane. Et la chanson se conclut par une chute de Max, ce qui rappelle bien le côté gaffeur de son père. Qui est-ce qui vient relever le pauvre Max au sol? Évidemment, c'est Roxane. Et là, on a clairement une réminiscence du rêve. Dans celui-ci, Max et Roxane passent un bon moment ensemble, mais Max se métamorphose à la manière du film Le Loup-garou de Londres. Et cela effraie Roxane, finissant sur le rire iconique de Dingo. Ici, avec le stress, ce rire réapparaît et Max fuit les lieux, ce qui nous prouve bien que Max a l'angoisse profonde de devenir son père. On a alors la deuxième apparition de PJ, cette fois-ci physiquement, vu que la première n'était que par téléphone, et justement, dans la bande à Dingo... Max, pas maintenant. Bon, d'accord. En tout cas, on découvre aussi un autre ami de Max, qui lui n'est pas dans la bande à Dingo. Bobby, l'accro au Concentré. Aouh, c'est du concentré. Oh, de la beurre. Ah, c'est de la beurre. Eh oui, Bobby est clairement un stoner. Dans Dingo et Max, il n'y a pas vraiment de méchants à proprement parler, contrairement à un bon nombre de films Disney. Par contre, il y a des gros cons, comme dans la vraie vie, et voici le premier, le principal Mazur. C'est donc le principal de l'école, mais on reviendra sur ce qui fait de lui un bon gros connard un peu plus tard. Petit détail, avant de passer à une chanson emblématique du film, on peut voir que Roxane est draguée par le beau gosse du collège. Alors que, comme Max, elle n'appartient à aucun groupe, elle est une random aussi. Attention Max, faudrait pas te la faire piquer, il y en a d'autres intéressés par Roxane. Roxane, cet instant est un instant béni. Ton amoureuse, c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Il va tenter le tout pour impressionner la belle Roxane, mais aussi prouver qu'il... Et prouver que je ne suis pas un attardé mental. Traduction approximative de l'époque d'ailleurs, car il dit « But not I'm just a goof », qui est donc en référence directe au nom Dingo. Le but de la manœuvre est de faire un petit spectacle audiovisuel sur une chanson de son idole Powerline. Powerline, il chante, il danse, ses concerts ont l'air d'être des spectacles. Bref, c'est le gars cool par excellence. C'est l'idole logique pour un ado des années 90, bien que je ne comprenne pas comment on peut trouver ça plus cool que les Accordance Boys. Et dès le début, rien ne va, car Max se prend les pieds dans les câbles, encore une maladresse, et trébuche, ce qui lui fait traverser l'écran. Il se retrouve donc devant tout le collège. Pour n'importe quel collégien, c'est le moment où tu te tapes bien la honte et que tu retournes à ta maison direct bouffer des petits écoliers devant Détective Conan. Mais Max a de la ressource. Il se met à danser et chanter en playback pendant que PJ et Bobby continuent les artifices. Tout se passe très bien, Max parvient à impressionner Roxane, et en plus, tout le collège est en effervescence. Jusqu'à ce qu'un bug technique nique tout. Et tout le monde découvre que cette mise en scène a été orchestrée par cette... Mais c'est cet abruti de Max. Quand on voit ce beau regard de Roxane, on a désormais la certitude, en tant que spectateur, qu'elle n'est pas insensible à ses charmes. Bon, la situation est maintenant bien plantée pour Max, retournons voir désormais son papa Dingo. On le retrouve sur son lieu de travail, on peut voir qu'il est photographe pour les enfants, et que son supérieur est patibulaire. Encore un personnage bien connu des studios Disney, et en général, il est pas gentil. Effectivement, on peut le constater, car dans la série La Bande à Dingo... Max, pas maintenant, tu sauras quand ce sera le bon moment. Kevin Lima nous introduit à la hiérarchie sociale qui existe entre ces deux personnages, bien qu'ils soient amis, mais on y reviendra un peu plus tard.
Oui, on reviendra un peu plus tard sur beaucoup de choses. Dingo est un homme qui sait parler aux petits enfants. Mais malheureusement, il n'arrive plus à communiquer avec le sien. On a ici la principale raison. Dingo n'a pas vu son fils grandir et le traite encore comme un petit enfant comme ceux de son travail, au lieu de le considérer comme l'adolescent qu'il est désormais. Pat, lui, nous est présenté comme le second personnage vraiment bien con après le principal Masure. Très clairement, il méprise la gentillesse de Dingo au point où on peut voir sa jalousie lorsqu'une maman, satisfaite, vient récupérer sa fille. Pat raconte ce qu'il prévoit pour les vacances de son fils PJ et lui, montrant en même temps une façon d'éduquer très en retard où si un ado ne veut plus faire des activités avec ses parents, c'est sûrement qu'il fait des conneries dehors. Bravo l'éducation archaïque! Pour Dingo, ce n'est pas grave, il a pleinement confiance en son fils. Autant vous dire qu'il y a une petite désillusion qui se prépare. Max attend sagement la sentence du principal pendant que Bobby est en train de... Non. Je sais pas si je suis soulagé ou encore plus horrifié. Ok, je vais faire comme si j'avais rien vu. Bon, PJ va se faire dégommer par son père. Bobby, lui, est encore défoncé. Masure! Alors quoi de neuf, mon frère? Mais c'est pas ce qui nous intéresse dans cette scène. Max est encore en train de bader sur sa chaise quand Roxane et sa pote arrivent dans la pièce. Encore une fois, Roxane regarde Max avec des yeux dont je vous souhaite sincèrement qu'un jour une personne vous regarde ainsi. Elle tente une prise de contact. On a le droit au cliché tout mignon des deux mains qui se touchent en ramassant la même feuille. Et... Max se renifle les doigts? What? J'espère qu'il se rase les couilles. Je vais vous défoncer. Heureusement que Roxane t'a pas vu mon frérot, sinon tu serais bon à jouer avec ton concentré comme Bobby. Il lui propose d'aller en soirée pour voir le concert de Powerline à la télé et elle l'accepte. Oh, ils sont trop mimi. Bon, après Max prend un peu la conf. Je te téléphonerai plus tard. D'où t'as son numéro en fait. Soit t'es vraiment maladroit, soit on a la confirmation d'un psychopathe en puissance. Il imite son père en dansant le mambo. Comme quoi, quand il ne réfléchit plus à son image, il exprime son bonheur avec des choses que son père lui a transmises. Mais il y a une dernière question que l'on peut se poser. Qui renvoie la secrétaire de ce côté de la pièce? Là, il danse le mambo, il fait tourner la secrétaire. Titre. Il la renvoie de ce côté-là de la pièce, elle sort du champ, et elle re-rentre dans le champ. Sauf que on voit bien sur plan large plus tôt qu'il n'y a personne dans la pièce. Donc, qui renvoie la secrétaire? Bon, il est temps de vous montrer en quoi Masure est un bel enfoiré. Dans cette séquence, Masure appelle Dingo pour l'alerter sur les agissements de Max. Premièrement, petit arrêt sur image. A priori, un bureau, tout ce qu'il y a de plus normal, vous me direz. Mais regardez à gauche. Oui, bien à gauche. C'est quoi ça? Non mais là, on n'est plus sur des petits bâtons pour taper les doigts. Ce sont de véritables instruments de torture. Ou alors c'est pour le plaisir personnel de Monsieur Masure. Mais dans ce cas, les expose pas aux élèves comme ça. Et là, au lieu de dire la vérité à Dingo, c'est-à-dire que Max a fait une belle connerie et qu'il sera simplement puni, Masure ouvre le bal du mensonge en disant que Max fait partie d'une bande, qu'il a provoqué une émeute et termine de manière très mesurée en signalant que Max risque la chaise électrique. Bon, je comprends que l'insolence de Max puisse l'agacer, mais là ça va peut-être un chouille trop loin, hein. D'ailleurs, pour l'anecdote, la mention de la chaise électrique a été censurée sur plusieurs éditions DVD du film dans les années 2000. La réplique est à nouveau présente dans la version Disney+. Et on n'a pas plus d'infos concernant cette censure à l'époque. Bref, Dingo est complètement déboussolé. Tu m'étonnes. Mais Dingo ne va pas se laisser abattre et il a une idée de génie pour se rapprocher de son fils Max et l'éloigner de sa potentielle vie de voyou. Un road trip pour aller pêcher. Idée suggérée par Pat. En sortant du collège, Max est félicité par ses camarades, les mêmes qui le maltraitaient au début du film.
Mission accomplie pour Max, il a gagné sa popularité et le cœur de Roxane. On se demande bien ce qui pourrait venir gâcher ce rêve éveillé. De retour à la maison, l'annonce ne se fait pas attendre. Max doit partir en vacances avec son père. Pour la première fois, on a une réelle confrontation entre Dingo et Max. Dans la scène de la chambre au début, Dingo se laisse marcher dessus, car leur relation fonctionne comme ça. Ici, Dingo s'impose, matrixé par les propos de Pat et Masur. En faisant ça, il pense sauver son fils et est rempli de bonnes intentions, mais oublie l'essentiel, la communication. Tout un énorme voyage pour une partie de pêche. Autant vous dire que Max n'est pas méga chaud et essaye de le dire à son père, mais lui non plus n'emploie pas les bons mots et au final, ils ne se comprennent pas. Dingo espère qu'en reproduisant le schéma familial qu'il avait avec son propre père, il pourra se rapprocher de Max. Mais il ne pige pas encore que les générations ont changé et que ce qui lui paraissait sympa à l'époque est complètement ringard pour Max. En gros, Dingo veut que son fils soit à son image. Ce qui est le pire cauchemar de Max, souvenez-vous. Dingo ne pense pas, il agit. Action, réaction. Ça y est, c'est le grand départ. Ah mais, Max, tu n'as pas oublié un petit quelque chose ? Et on arrive à l'une des scènes les plus importantes du film, celle qui lance réellement tout l'enjeu de cette aventure. Max s'arrête chez Roxane, emmené par son père qui est une véritable catastrophe au volant, pour lui annoncer qu'il ne pourra pas venir avec elle à la soirée. À cette occasion, il rencontre le père de Roxane et on a le droit à une nouvelle figure paternelle. Cette fois-ci, on est face à un grand gaillard qui ne dit pas un mot. Il ne fait que grogner et ne sourit qu'à sa fille. D'ailleurs, sachez que pour l'anecdote, c'est Kevin Lima lui-même qui double le personnage. Mis à part la mère qui vient chercher son bébé chez le photographe, nous n'avons aucune figure maternelle, ce qui vient accentuer toute la démarche du film qui nous parle exclusivement de paternité et de relations père-enfant. Bref, retour sur Max et Roxane. Roxane, cet instant est un instant béni. Max cherche ses mots pour annoncer la nouvelle à Roxane sans trop la décevoir. Spoiler, ça ne fonctionne pas du tout. Roxane est tellement déstabilisée par l'annonce qu'elle n'écoute même pas la justification de Max, qui lui est en panique totale, jusqu'à ce qu'elle lui dise qu'elle va y aller avec quelqu'un d'autre. Max ne sait pas quoi faire et reprend le flambeau du bal des mensonges. Il dit à Roxane qu'il va à Los Angeles avec son père pour aller voir le concert de Powerline, tiens donc. Bon, il était en panique, c'est pas bien, mais on peut comprendre l'esprit de cet adolescent qui voit son rêve s'échapper. Que j'ai pensé que peut-être je pourrais te faire des signes quand je serai sur scène avec Powerline pour la chanson finale. C'est vraiment formidable. J'aurais jamais manqué notre rendez-vous sans cette occasion exceptionnelle. Par contre, mon petit Max, c'était pas la peine de continuer à t'enfoncer comme ça. Ouais, non, maintenant t'es juste une grosse merde, hein, désolé. Le premier mensonge fonctionnait déjà, mais il n'a pas laissé Roxane parler. Comme Dingo, il ne pense pas, il agit. Action, reaction, cause and effect. C'est donc ce gros mensonge qui lance l'intrigue, et même si Max a fait le con, on s'est assez attaché à lui pour vouloir le voir réussir. Bon, maintenant qu'on a passé l'élément perturbateur, entre 20 et 30 minutes de film comme tout bon scénario classique, faisons un concentré rapide sur ce qu'on a vu et des thématiques. Le film nous parle clairement des relations père-fils, mais aussi des problématiques de chacun des individus. Dingo est un père célibataire, plein de bonnes intentions, mais qui galère car il n'accepte pas le fait que son fils grandisse. Et Max est un ado qui se cherche, s'intéresse aux choses de son âge, c'est-à-dire les filles et surtout Roxane. Et donc, logiquement, son pire cauchemar est de devenir le portrait craché de son père. Ces problématiques personnelles se résultent en un manque de communication dramatique entre les deux, ce qui pousse Max à mentir à celle qu'il aime, ce qui lance donc l'intrigue de l'histoire. C'est clair pour tout le monde ? Alors c'est parti pour le road trip! Désormais, Max a une bonne raison de faire ce voyage, mais a des objectifs différents de ceux de son père, ce qui les éloigne encore un peu plus, et Max ment aussi par omission à Dingo. Ce début de voyage insiste d'ailleurs sur le fossé existant entre ce père et ce fils.
Dingo est en pleine nostalgie, à se remémorer sans cesse ce qu'il faisait avec son père, comme les jeux ou encore la musique qu'ils écoutaient, sans laisser d'espace à Max pour qu'il tolère un minimum ses vacances forcées. Ce qui nous amène à l'une des chansons emblématiques du film, si ce n'est la plus culte du film, Sur la route. Sur la route, sur la route. Et là, il y a un truc que j'adore, la chanson est lancée par les bruits ambiants qui entourent la voiture sur l'autoroute. Et si vous n'avez pas encore compris que Dingo et Max ne sont pas sur la même longueur d'onde, vous inquiétez pas, maintenant tout y est. Dingo est tout joie et exprime les bienfaits du voyage, Max, lui, explique tout ce qu'il préférerait faire autre que ce fameux voyage. Toi avec un bon copain, prends la route et oublie tes soucis. Souris Maxi. Quelle galère, je préfère 3 heures de colle. D'ailleurs, il utilise le champ lexical de la punition en parlant d'heures de colle ou de coups de pied au derrière. C'est comme si il réclamait un véritable acte paternel et que finalement, ce qui manque peut-être à cette relation, en plus de la communication, c'est un cadre parental. Évidemment, on ne le précise pas à chaque fois, mais Dingo est toujours aussi gaffeur et est un véritable danger public sur la route. Donc Max exprime également sa peur de crever, mais ça c'est une autre histoire. Petit Max, relax, la vie Je préfère un coup de pied au derrière. Mon pote, c'est pour de Bon, bon. je vais péter les Prenons le chemin du paradis. Pour accentuer le fait qu'il ne s'écoute pas, en plus des paroles, ils chantent l'un par-dessus l'autre. Et dans la seule phrase qui les réunit, Max est ironique. On a le droit à un large panel de personnages qui viennent s'ajouter dans la chanson, comme par exemple un prisonnier qui vient remémorer la crainte de Dingo pour son fils, un jeune couple qui rappelle l'amour que Max porte à Roxane, ou encore Mickey et Donald qui font une apparition, mais c'est juste pour la ref. Mais on peut aussi supposer que Powerline lui-même les double car on voit une main gantée sortant d'une limousine, un gant faisant référence à Michael Jackson, la première inspiration des animateurs pour le personnage de Powerline. Oh, et il y a aussi un cercueil, et Max se disant qu'il est déjà trop tard. On peut noter ici... on va pas rentrer dans le détail de ces idées sombres. Bon, sinon, pour être plus joyeux, c'est rigolo de constater que la fin de cette scène sur l'autoroute ressemble étrangement à celle qui introduit le film La La Land. Comme quoi, Damien Chazelle a toujours de très bon goût. Et la chanson finit en apothéose. Attention, maintenant, âme sensible, s'abstenir car nous entrons dans l'horrible parc des opossums. Dingo, toujours dans sa folie nostalgique, emmène Max dans un parc d'attractions consacré aux opossums. Difficile de penser que cet effroyable endroit ait pu être un minimum sympathique un jour, mais là, en plus d'être un cauchemar pour tout enfant qui n'a pas des gènes de psychopathe, il est vieillot et d'un ennui mortel. On est clairement dans tout ce que déteste Max. Dingo le force à faire des choses que lui faisait quand il était petit, et en plus c'est un spectacle pour enfants. Encore une fois, si vos parents vous emmènent dans un endroit pareil, appelez la DAS, ça vaut mieux. C'est assez amusant de constater comment ce passage est mis en scène comme une séquence horrifique. La petite fille qui ne veut pas y aller au début, puis qu'on retrouve avec un grand sourire à l'intérieur comme si elle avait été possédée par les esprits opossums. Le montage serré, les plans en contre-plongée, les gros plans, le montage rapide, la sombritude du lieu, bref. Tout simplement ce que l'enfant s'inspire à Max. Pour Dingo, c'est comme si le temps était figé. Il s'amuse comme quand il était petit. Pourtant, le temps est passé et sur les lieux, ça se sent. Même dans son métier de photographe, Dingo fige le temps avec ses clichés. Ces éléments nous rappellent encore à quel point il ne voit pas grandir Max. Comme si ce n'était pas assez, Dingo fiche une honte ultime à Max.
Pour un ado, la honte est sûrement le pire des sentiments. Qui êtes-vous? Moi, Andrew. C'est moi, le sorcier de la honte, bien évidemment. Le sorcier de la honte? Le sorcier de la honte! C'est trop pour Max. Il cherche carrément à se barrer en stop pour s'éloigner au plus loin de son père. Dingo remarque enfin la réaction de son fils et veut comprendre ce qui se passe. Mais c'est déjà trop tard. Max dit les 4 vérités à son père, mais au moins Dingo les a entendues. On avance. Ça y est, première session de camping en pleine forêt. Dingo fait vraiment de la peine. Il veut se rapprocher de son fils pour lui apprendre à pêcher, mais tout ce que Max voit, c'est l'obstacle qui l'éloigne de plus en plus de Roxane. Mais c'est alors que soudain... C'est du camping. Dingo! Oh, oh! Pour une coïncidence, c'est une coïncidence! Ici, petite ref à Apocalypse Now grâce à la musique, et ça a du sens, car Pat débarque ici comme l'envahisseur, le pollueur de la nature, avec son méca camping-car qui n'a vraiment plus rien de camping, justement. Bon, Maxime, est-ce qu'il serait pas temps de nous parler de la bande à Dingo? Pour de vrai? Oui. C'est maintenant, là. Oui, oui. Je peux y aller, là. Bon, dépêche ou on passe à la scène suivante? Ok, let's go! La bande à Dingo est une série de 78 épisodes de 20 minutes, diffusée de 1992 à 1993 et créée par Robert Taylor et Michael Perazza Jr. La série s'inscrit dans la tentative d'envahir le petit écran et le marché de la vidéo de la part de Disney. Elle est lancée aux côtés de séries comme La Bande à Picsou, Il vaut des milliards en or, en dollars, Picsou, et Tic et Tac Ranger du risque. À l'instant critique, quand tout le monde craque, leur tactique c'est l'attaque. Tic 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 et tac. Une série que j'ai découvert en version française et qui a de nombreuses qualités, comme par exemple son générique. Dingo, la bande à Dingo, c'est la joie d'un peu de vin. Un peu dingo, mais pas ma boule, ne perdez pas la boule. Ça, c'est cool. La bande à Dingo, c'est de l'amitié plein de cœur. Ta gueule! Ta gueule! S'il te plaît, ta gueule! Mais mon dieu, c'est quoi ce générique avec ce chanteur qui pousse beaucoup trop sur sa voix? Et puis, putain, qui a écrit ces paroles? Un peu dingo, mais pas ma boule, ne perdez pas la boule. Ça, c'est cool. Et ce vieil effet de scratch là. Dingo. Max, calme-toi. Sinon, on passe directement à la scène suivante, hein, souviens-toi. Pardon, mais j'ai entendu ce générique 78 fois pour préparer cet épisode, j'en peux plus. Ok, reprends-toi. Donc, pour le reste du cast VF, on peut dire qu'on a de la star. Casting qui a été conservé entre la série et le film par ailleurs. Pour Dingo, on a bien sûr le mythique Gérard Rinaldi et sa voix française officielle de 1942 à 2004. Oh Max! Déjeuner! Qui a aussi doublé le Choixpeau dans Harry Potter 1 et 2, Grincheux dans le doublage DVD de 2001 de Blanche-Neige, ou encore Clayton dans Tarzan. Pour Pat, on a le grand Alain Dorval, comédien doublant Sylvester Stallone. Mais où vais-je trouver l'argent pour l'acheter? Mais oui, je peux piquer 100 $ sur le compte épargne de Junior, 200 sur le livret de Pistole. En guest, on a même Georges Caudron, légendaire Fox Mulder, qui fait quelques voix additionnelles et qui reprend le rôle du narrateur des How-To de Dingo. Comment peindre? Du côté de Max, on a Christophe Lemoine, ou Eric Cartman pour les intimes. Âgé d'une quinzaine d'années à l'époque, on reconnaît bien sa voix, bien qu'elle ait beaucoup changé depuis. Eh PJ, faut à tout prix qu'on aille voir ce film, t'es pas d'accord? PJ, lui, est doublé par Alexis Thomasian. J'en sais rien, Max. Tu vois, j'ai un nouveau modèle réduit à terminer et ça prend du temps. Qui a aussi doublé JD dans Scrubs.
Par contre, j'ai beau faire tous les efforts du monde, je ne le reconnais pas du tout dans la bande d'un dingo. Franchement, cette voix-là. Ton père, c'est le mutilateur? Oh, dis donc. Il est mort? Vous arrivez à la relier à celle-là? Martin Mystère, détective à votre service. Bizarre. C'est peut-être un cas de volatilisation par combustion spontanée. On devrait se séparer et chercher d'éventuelles traces de feu. Alors que dans le film, sa voix est beaucoup plus proche que celle qu'on connaît aujourd'hui. Tu vois, tu t'égares, Maxime. Ouais, mais c'est super important. Oui, continue. Dans le film, on a aussi Emmanuel Garigeau qui incarne Bobby. Max. Bref, l'idée du créateur, Michael Perazza Jr., était que Dingo exprimait mieux sa personnalité dans un monde qui ne lui correspondait pas. Ce qui est intéressant et drôle chez Dingo, c'est son inadaptation au monde et aux tâches qu'il doit faire. Il suggéra alors de reprendre le concept de Papa Dingo. Il est donc décidé de supprimer complètement le personnage de la mère afin que Dingo soit seul face à ses responsabilités parentales. Bon, globalement, la série est très légère, hein. Elle se contente d'être du cartoon slapstick dans la plus pure tradition de la filmographie de Dingo. Mais la série pose tout de même un cadre social en opposant deux types de paternité et deux types de travailleurs américains dans un contexte social bien précis. Cette fois-ci, Dingo retrouve alors son rôle de représentant de la classe moyenne tout en gardant son design et son caractère. La série raconte donc l'histoire de Dingo qui élève seul son fils Max. Il trouve donc du boulot dans sa ville natale, Loufoqueville, et y réemménage. C'est ainsi qu'il va se retrouver voisin de Patibulaire. Pat a un fils du nom de PJ qui a 11 ans, le même âge que Max. Les deux vont donc se retrouver à faire les 400 coups ensemble. Et y a pas Bobby? Et non, Bobby n'est pas encore là. Roxane est le principal masure non plus d'ailleurs. La bande à Dingo s'articule donc autour de ces 4 personnages qu'on retrouve dans le film lors de la scène du camping-car. La série va avoir en quelque sorte 2 types d'intrigues. D'un côté, Max et PJ qui font des bêtises, et de l'autre, Dingo et Pat qui sont mis dans une forme d'opposition sociale. Contrairement au film, la thématique de l'adolescence n'est pas présente dans la série. Ou en tout cas, Max ayant 11 ans, c'est un âge beaucoup plus enclin aux bêtises en tout genre plutôt qu'à la rébellion. C'est d'ailleurs grâce à ces bêtises que l'on va pouvoir opposer les deux familles vis-à-vis de l'éducation que chaque père va donner à son fils. D'un côté, on a Pat, qui a nommé son fils comme lui et qui n'envisage la paternité que par le prisme de l'autorité. Son fils doit le craindre et filer droit. Pat représente le flambeur de la classe moyenne qui dépense son fric en conneries m'as-tu vu. Pat ne porte que peu d'intérêt à PJ et ne se remet jamais en question. Il ne pense qu'à lui et à comment dépenser son fric dont il ne sait plus quoi faire. Il vit aussi avec sa femme et ont une fille, ce qui correspond à un schéma classique de la classe moyenne américaine. D'ailleurs, Pat croit être le traditionnel chef de famille, mais c'est clairement madame qui mène la danse dans le foyer. C'est d'ailleurs elle, agente immobilière, qui vend la maison à Dingo. PJ, lui, a peur de son père, mais n'hésite pas à l'enfumer dès qu'il en a l'occasion. Comme par exemple cet épisode où il lui fait croire qu'il a une maladie mortelle en phase terminale, mais n'agit pas et n'avoue pas son mensonge même quand il voit son père paniquer et tout faire pour essayer de sauver son fils. PJ fait des bêtises pour sortir du cadre trop strict donné par son père. Il se fiche de la manière dont ces bêtises impacteront son père, car son père se fiche de ce que peut penser ou ressentir PJ. De l'autre, on a Dingo, qui aime profondément son fils et veut lui donner la meilleure vie qu'il peut lui donner, malgré le fait qu'il n'ait que peu de moyens. Il se retrouve à être obligé de déménager pour le travail, bien qu'on ne sache pas ce que c'est. On le verra d'ailleurs accepter plein de petits boulots par la suite. Dingo est la représentation du père célibataire non diplômé, qui est obligé d'enchaîner les différents boulots pour subsister aux besoins de sa famille. Comme toujours, Dingo ne se rend pas compte de ses maladresses, et ne se rend pas toujours compte non plus des bêtises de son fils. Max, lui, comme Dingo Junior, c'est l'enfant terrible. Il n'a pas beaucoup d'amis et passe son temps à faire des bêtises. Il en fait car justement il n'a aucun cadre à la maison. Il a honte de son débile de père. Mais ça, c'est comme tous les ados et pré-ados. Cependant,
Il partage un point commun avec son père, le chaos. Max le crée volontairement et son père le crée involontairement. En soi, le film ajoute juste un fond et des émotions à cette histoire et a fait grandir Max de 3-4 ans pour traiter des conflits adolescents et de la rébellion. Le côté slapstick est mis de côté pour que les thématiques ressortent mieux. D'ailleurs, cette scène du camping-car où l'on retrouve les 4 personnages est la seule qui reprend vraiment le fond de la série. Le film se voulant plus profond et moins gaguesque, il utilise donc le sous-texte de la série pour approfondir son propos. C'est bon, je peux y aller? Ah, j'étais trop long? Non, t'inquiète. Ici, on découvre pleinement la relation père-fils qu'entretient Pat avec PJ, et qui est l'exact opposé de Dingo. Là où Dingo est trop proche sentimentalement de Max au point de l'étouffer et l'empêcher de s'épanouir, Pat, lui, se sert de son fils comme d'un homme à tout faire et n'a aucune complicité avec lui, mis à part lui donner des ordres à tout bout de champ. Il l'élève comme un petit soldat qui doit se montrer docile au risque d'être sanctionné immédiatement. Max retrouve son copain PJ, ce qui lui permet de sortir un peu du cauchemar dans lequel son père le trimballe. Mais PJ lui apprend que toute l'école ne parle que de lui sur scène avec Powerline. Son mensonge s'est répandu comme une traînée de poudre, donc en plus de potentiellement perdre l'affection de Roxane, il risque de perdre également sa notoriété naissante. Pendant ce temps, Dingo se confie à Pat, lui avouant que tout ce qu'il a fait éloigne Max. Pat est très clair, il faut tenir ses enfants d'une main ferme. Une main ferme. Maximilien, Quoi? arrête de discuter, petit. Dingo s'exécute et impose à Max la pêche. Un petit accomplissement mais qui n'arrange pas vraiment la relation. Pour sa première leçon, Dingo décide d'apprendre à Max son parfait lancer. Une botte secrète ancestrale de la famille. Et c'est le moment pour nous de vous parler d'un principe de cinéma bien connu que vous avez tous déjà vu au moins une fois, le fusil de Tchekhov. Non, pas celui-là, hein. J'ai dit celui de Tchekhov, pas celui de Dingo. C'est un principe de dramaturgie qui est maintenant aussi utilisé dans le scénario. Le but est que chaque élément ou objet cité dans une œuvre serve la narration plus tard. Pour vous donner un exemple, autant citer Anton Tchekhov lui-même. Supprimez tout ce qui n'est pas pertinent pour l'histoire. Si dans le premier acte vous dites qu'il y a un fusil accroché au mur, alors il faut absolument qu'un coup de feu soit tiré au second ou au troisième acte. S'il n'est pas destiné à être utilisé, il n'a rien à faire là. Et le parfait lancer en est un très bon car on ne se doute pas du tout de ce à quoi il va bien pouvoir servir. Mais on y reviendra plus tard. Et en plus on reprend avec un personnage qui est tout simplement le plus drôle du film, le Yeti. Encore une fois, on a le droit à une petite plongée dans le cinéma d'horreur car Dingo décide de filmer le Yeti ainsi que de commenter ce qui se passe. Ce qui n'est pas sans rappeler un genre que vous connaissez peut-être, le found footage. Et ce avant même la sortie du projet Blair Witch, qui est le premier gros succès du genre. Waouh! Dingo et Max a été le précurseur de La La Land et du projet Blair Witch. Waouh, on sous-estime vraiment ce film. Bref, le Yeti fait flipper tout le monde. Pat abandonne Dingo et Max sans le moindre remords, et ces derniers se retrouvent bloqués dans la voiture sans moyen de la démarrer. Pour la première fois, ils coopèrent afin de récupérer une soupe et ne pas mourir de faim. Dingo se met en danger et on peut voir là un acte paternel fort afin de pouvoir nourrir son enfant. Bon, et ce qui arrive après se passe de parole. S'ensuit un passage très important où ils font cuire la soupe. Pour la première fois, Dingo n'est plus dans la nostalgie de son enfance, mais dans celle de son fils. Il évoque un souvenir de Max quand il était petit. Dingo parle aussi de son père, mais cette fois-ci en disant « ton grand-père » et non pas « mon père ». Il inclut Max dans la conversation et c'est un pas de géant pour leur relation. Max ne peut pas dormir à cause des ronflements du Yeti et de son père. Roxane revient dans sa tête et il veut lui écrire une lettre où il lui avoue tout.
Jusqu'à ce qu'il tombe sur la carte et vu qu'il n'était pas encore assez enfoncé dans son mensonge, il décide de la modifier afin de le mettre sur la route de Los Angeles. Un timing vraiment parfait car le lendemain, Dingo lui confie la responsabilité de la carte. Désormais, c'est Max qui choisira les arrêts et indiquera la route jusqu'au lac destiné, ou Los Angeles. C'est vraiment un très beau pas de la part de Dingo envers son fils. Il a enfin compris qu'il ne fallait plus le traiter comme un enfant en bas âge. Dommage que ce soit pile au moment où Max, lui, fait un pas en arrière. Est-ce que Max culpabilise? Pas vraiment. Il va bien profiter de son nouveau statut de chef de la navigation. Jet ski, parc d'attractions, spectacle de Monster Truck, il ne se refuse rien. Bon, il remarque finalement que son père subit plus qu'autre chose. Donc il fera un arrêt dans un musée de pelote, ce qui le ravira au plus haut point. L'équilibre est presque trouvé, Dingo n'impose plus rien à son fils, et son fils lui fait découvrir son univers. Tous les deux parviennent à passer enfin de bons moments ensemble. Maintenant, le problème est que Max est clairement en train de mentir à son père en espérant que ce mensonge annule celui fait à Roxane s'il parvient à aller au concert de Powerline. Comme dans la série, Max a une capacité impressionnante à s'enfoncer dans les mensonges. Il s'arrête dans un motel dans lequel il retrouve Pat qui constate la nouvelle complicité naissante entre Dingo et Max. Évidemment, il ne faut pas oublier que c'est un super connard. Il va donc essayer de remuer la merde. Pat entend que Max a changé la carte pour prendre la direction de Los Angeles et va prendre un malin plaisir à aller tout raconter à Dingo. Dingo, lui, ne le croit pas. Il a confiance en son fils. C'est la première fois que Dingo tient tête à Pat. Il a pleinement fait son chemin. En 2 phrases, on a l'exposition de la dualité entre les éducations de ses 2 pères. Il m'aime. Hey, mon fils me respecte, moi. Encore une fois, le film puise dans le matériel offert par la série pour approfondir son propos. Dingo a vu la carte et a pu constater que Pat disait vrai. Il se couche totalement déprimé. C'est l'heure du choix pour Max. Turn right. À droite, l'Idaho et le lac destiné. Turn right. À gauche, Los Angeles et Powerline. Turn right. Max, après de très longues secondes d'hésitation, décide de tourner à gauche. You turned left. But what if you turned right? What then? Et Dingo est meurtri par le choix de son fils. On l'a rarement vu avec une tête aussi vénère. C'est peut-être même la première fois de son histoire que Dingo est aussi conscient de ce qu'il ressent. La communication est à nouveau complètement coupée. Mais un détail va les obliger à coopérer. Oh non, vite, la voiture se fait la malle. Pendant une scène d'action dantesque. Non, franchement, arrêtons-nous 2 secondes sur cette scène-là. Non mais regardez-moi ce plan, et puis ce plan, et puis là, quand la voiture, elle commence à faire... Oui, non mais on a compris Maxime, ils ont vu le film, ou en tout cas ils sont en train de le voir, donc passe à la suite. Ok, pardon. La coopération se fait par les gestes, car tout ce qui sort de leur bouche ici sont des reproches. Mais vous savez quoi ? C'est enfin le moment où ils se parlent. Mal, certes, mais ils se parlent. Et les termes sont dits. Le ton est monté et maintenant il y a un retour au calme. Max essaye de parler à son père mais ne sait pas comment l'exprimer. Il passe donc par la chanson. Va toujours pour nous, on tient le coup, même dans les sales coups. Ça va toujours pour nous est un morceau qui met à nouveau en avant leurs différences, mais cette fois-ci, la conclusion est qu'ils sont toujours là l'un pour l'autre malgré tout. Ils acceptent enfin l'autre avec sa personnalité et ses différences. C'est généralement ce qu'on peut voir quand un enfant devient ado. Il s'éloigne de ses parents pour faire ses propres expériences et forger ses goûts, mais il revient souvent quand la vie lui a appris ce qu'elle devait lui apprendre. Cette chanson se présente comme un miroir de celle de l'autoroute. Ils sont seuls en dehors de la voiture plutôt que dedans. Et la rivière l'a fait avancer toute seule. Donc il n'y a plus de pilote et de copilote. Ils sont au même niveau, dans la même situation. Situation causée, certes, par les bêtises de Max, mais aussi par les maladresses de Dingo, qui a oublié le frein à main quand même. Finalement, l'équilibre dans la relation est totalement retrouvé. Ils chantent ensemble, en harmonie, et arrêtent de penser individuellement. D'où le titre « Ça va toujours
pour nous. Max raconte toute l'histoire du mensonge dit à Roxane. Dingo est très étonné et conscientise enfin le fait qu'il n'a pas vu son fils grandir. Comme quoi, peut-être que si Max lui avait dit toute la vérité dès le début, Dingo aurait compris tout de suite et vu sa gentillesse, l'aurait même aidé. Foutu pour foutu, Dingo est prêt à aller au concert de Powerline pour que Max monte sur scène avec lui. Mais avant, faudrait peut-être survivre à cette... Oh, c'est des chutes. Tu quoi, des chutes? Séquence d'action-émotion. Ils sont au bord du précipice, Max est sauvé par une espèce de bâche qui se transforme en parachute et son père tombe. Bah voilà, c'est la fin, c'était sympa, hein? Non, évidemment, Dingo va être sauvé, mais ce qui nous intéresse, c'est comment. Vous vous souvenez de ce qu'a appris Dingo à Max durant ce voyage? Oui, c'est bien lui. C'est l'ami Bob, avec toute sa bande, il est partout. Non, pas lui. Lui, le parfait lancé. C'est l'émotion. Dingo chiale. Nous aussi. La relation père-fils de Dingo et Max peut enfin s'épanouir. Il reste 2-3 trucs à régler alors. Musique! Bon, c'est le moment de parler un peu de cet artiste Powerline. Déjà, c'est un artiste fictif. Il n'existe que dans l'univers du film. Par contre, il ressemble très clairement à des artistes que l'on connaît bien. Dans la scène de l'autoroute, on évoquait la ressemblance avec Michael Jackson, notamment avec le gant à paillettes. Mais on peut aussi signaler que les chorégraphies des différentes scènes ont été imaginées par Anthony Thomas, qui est le chorégraphe de Janet Jackson. D'ailleurs, musicalement, les chansons de Powerline entrent dans le style New Jack Swing, dont Janet était l'une des grandes représentantes. Ce qui est marrant, c'est que quand j'étais petit, j'étais persuadé que les animateurs s'étaient inspirés de Prince et pas de MJ, eux qui étaient rivaux à l'époque. Vraiment, physiquement, je trouve qu'il a plus le style de Prince, non? D'ailleurs, vous remarquerez qu'on a toujours pas mal de choses à dire sur les chansons. Eh bien, c'est parce que les compositeurs étaient présents dès le scénario afin d'écrire des chansons qui font avancer l'histoire, ce qui n'est pas toujours le cas dans les films d'animation Disney. Mais revenons à la séquence. Nos deux zigotos parviennent à s'incruster dans les coulisses du concert et cherchent un moyen de monter sur scène. Et là, on a le droit à du pur dingo, du slapstick et des gags à l'ancienne, car même s'il a évolué, il reste quand même ce bon vieux gaffeur qu'on aime tant. Après toutes ces péripéties, Dingo atterrit sur la scène aux côtés de Powerline sous les yeux ébahis de son fils. Et vous pensiez qu'on en avait fini avec le parfait lancé? Eh ben pas du tout, car il sert à nouveau à Dingo en guise de danse qui l'agrémente d'un petit moonwalk des familles. Max finit par réussir à les rejoindre et passe en direct à la télé. Pat est jaloux de voir la réussite de Dingo et Roxane, elle est heureuse de voir Max. Au final, il a réussi son coup. Alors la moralité est qu'il faut mentir pour obtenir tout ce qu'on veut. Allez, merci d'avoir regardé et ciao à tous! Non, évidemment, un mauvais film ou un film maladroit aurait peut-être fait cette fin, mais pas Dingo et Max. Allez, retour à la maison. Tu vas bien? Très bien, et toi? Ouais, moi ça va. Bref, on perd pas de temps. Avant même de rentrer chez eux, Dingo et Max s'arrêtent chez Roxane, afin que Max puisse avouer l'intégralité de son mensonge, malgré qu'il ait quand même réussi à monter sur scène avec Powerline. Il fait ses aveux grâce au conseil de son père, ce qui montre qu'il peut être de bons conseils malgré sa bêtise, le petit dingounet. C'est à ce moment-là que Max se rend compte de la stupidité de son mensonge. Il l'a fait car il voulait que Roxane l'aime. Mais ce qu'il n'avait pas pris en compte, c'est qu'elle l'aimait déjà bien avant ça. Roxane lui propose un rendez-vous le soir même, mais Max a un truc de prévu avec Dingo et remet ça au lendemain soir. Il a trouvé le moyen de concilier sa vie d'adolescent et sa vie amoureuse avec sa vie familiale. Et surtout, maintenant, il a envie de passer plus de temps avec son père. Il n'a plus honte de lui au point où il le présente à Roxane. Et tout est bien qui finit bien. Moralité, accepter ses parents tels qu'ils sont, des êtres humains. On doit les aimer et les écouter. Quand tout ce qu'ils font pour nous, malgré leur maladresse, ne sont que des preuves d'amour et de protection, comme pour Dingo et le père de Roxane. Contrairement à Pat et Masur, qui sont des figures paternelles ne pensant qu'à eux et n'ont rien de positif à transmettre aux jeunes générations. Concernant le mensonge, les erreurs sont acceptables tant qu'on s'en rend compte.
tant qu'on cherche à se faire pardonner, mais surtout, tant que c'est fait par amour. Oh, c'est beau ce que tu dis, mec. Ouais, mais tu sais, c'est ton script aussi. Mais tu le dis vachement bien, quand même. Bah, merci. Bon, allez, à ton tour maintenant. Dis-nous tout. Il est devenu quoi, Kevin Lima? Oh, c'est trop gentil. Bon, Maxime du montage, séquence de conclusion. Après la sortie de Dingo et Max, la carrière de Kevin Lima est enfin lancée. Juste après, il passe directement dans la cour des grands car il co-réalise un classique Disney très réputé, Tarzan. D'ailleurs, il n'a failli pas en être car la production était au Canada et il avait déjà déserté le domicile pour faire Dingo et Max à Paris. Oui, le film a été animé à Paris, tout comme le film La Bande à Picsou, autre film du studio Disney Movietoon. Et puis, entre nous, les deux seuls du studio avec une animation digne de ce nom. Pour l'anecdote, il est marié à Brenda Chapman, qui n'est autre que la co-autrice du Roi Lion et la co-réalisatrice du Prince d'Égypte. Il passe ensuite à la réalisation de live-action, toujours chez Disney, où grâce au piston de Glenn Close, il réalise le film Les 102 Dalmatiens. Disney lui offre même la possibilité de faire l'œuvre qu'il avait en tête depuis le début des années 2000, Il était une fois. Depuis, il n'a pas fait grand-chose, mais il est fier de la carrière qu'il a eue, et encore aujourd'hui, quand on lui parle de son travail, le sujet qui revient toujours, c'est Dingo et Max. Le film qu'il voyait comme un tremplin est finalement devenu son plus personnel. Comme quoi... On peut faire des miracles avec la foi. Et un documentaire sur la production de Dingo et Max fait actuellement le tour des festivals américains. On a trop hâte de le découvrir. Cette saga se conclut avec Dingo et Max 2, où on se concentre sur la passion du skateboard de Max. Dans ce film, on essaye de reprendre les thématiques sociales en parlant de Dingo qui cherche à reprendre ses études. Tout à l'heure, on disait que Dingo était ce père de classe moyenne sans diplôme qui enchaîne les petits boulots. Le faire reprendre l'université en même temps que son fils est une super idée sur le papier, mais hélas, l'aspect social du film s'arrête là. Malheureusement, pas grand chose à dire sur cette suite. On essaye de reprendre les mêmes thématiques que le premier et parfois on les inverse. Par exemple, cette fois-ci, c'est Dingo qui tombe amoureux. Mais ce film sert finalement à se rappeler à quel point Dingo et Max, premier du nom, est une réussite. Car avec les mêmes thématiques et les mêmes enjeux, ce Dingo et Max 2 ne parvient pas à faire ressentir le quart des émotions de son prédécesseur. Max continuera à faire quelques caméos ci et là. Dans House of Mouse ou Tous en boîte en français, une série où toute l'écurie Disney enchaîne les caméos et on revoit même Roxane. Mais ses principales apparitions seront dans les jeux de sport Disney. Dans Mickey, Twice Upon a Christmas, on apprend même que Max ne termine effectivement jamais avec Roxane, déjà absente de Dingo et Max 2, car le sketch se concentre sur Max, jeune adulte, qui présente sa nouvelle copine à Dingo. D'ailleurs, je m'étais toujours dit qu'un Dingo et Max 3, où Max devrait présenter son père boomer et gênant à sa belle famille bourgeoise, pour garder le discours social, pourrait être la manière la plus intéressante de faire une suite à la saga. Bref, aujourd'hui, il est surtout un personnage qui apparaît de temps en temps dans les parcs Disney à travers le monde ou dans les jeux free-to-play Disney. Et voilà, j'espère que ce nouveau format appelé Culture Culte vous a plu. Nous, on est sur YouTube, comme vous venez de voir cette vidéo. Abonnez-vous, mettez un j'aime et surtout laissez des commentaires car comme c'est un nouveau format, on a besoin de vos retours pour améliorer la formule. Bien évidemment, notre formule classique des critiques reviendra, le format Culture Culte reviendra aussi, on est en train de vous concocter le deuxième épisode. On est aussi présent sur Twitch et sur TikTok. Enfin, c'est surtout Benjamin qui est présent sur Twitch et sur TikTok, mais sous le blaze Crit My Cult, donc vous pouvez les retrouver là-bas. Bon, j'espère que tu me rejoindras pour quelques lives quand même. Oui, je viendrai faire un tour de temps en temps et j'essaierai de vous refaire des petits TikTok avant la saison 2 de Doctor Who. Bref, en tout cas, n'oubliez pas que ce qu'on vient de dire sur Dingo et Max n'était que notre avis. Non, attends. Quoi? On n'a pas répondu à la question la plus importante. Quelle question? Depuis que je suis petit, ça m'obsède. C'est quoi ce ouh au début du film? Quel ouh? Là, au début du film, là.
Ça? Mais c'est juste Roxane qui dit Max. Quoi? Comme par exemple dans cet épisode où il lui fait croire qu'il a une maladie mortelle en phase terminale. Je suis désolé, c'était...